Bonjour. Le thème que je vais aborder est l'escalade et le handicap visuel. Donc je commencerai par introduire ce qu'est le handicap visuel et son lien avec l'escalade. Ensuite, quelques athlètes et leurs performances en compétition et falaise, les différents outils à la disposition des sportifs et la manière d'enseigner à ce public et ce que le handi-escalade peut apporter à l'escalade. Donc le handicap visuel, c'est une conséquence de la déficience visuelle. Cette déficience, elle correspond à une insuffisance, voire une absence d'image perçue par l'œil. Donc elle peut impacter l'acuité visuelle, le champ visuel ou les deux en même temps. On peut repérer différents stades que j'ai listés en fonction de leur degré de sévérité, donc du plus faible au plus élevé. Donc on peut voir qu'il y a la déficience moyenne, sévère, profonde, totale et la cécité absolue. Ce qui est important à retenir, c'est que on considère qu'une personne est malvoyante à partir du moment où son acuité visuelle est compris entre 4 dixièmes et 1 vingtième, ou que son champ visuel soit compris entre 10 et 20 degrés. Donc la conséquence de ce handicap visuel, principalement, c'est le manque d'autonomie de l'individu et dans notre cas, du sportif. On peut donc se demander si l'on peut pratiquer l'escalade lorsque notre vision est altérée. Alors on peut le faire, même à un niveau compétitif. On peut le voir avec le projet Handi Escalade de la Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes qui développe la pratique de l'escalade chez les grimpeurs qui sont en situation de handicap et a une visée et vise une pratique de l'activité qui est partagée. Donc ce développement, il va passer par l'accompagnement des sportifs handi dans des créneaux d'entraînement du club identiques aux autres grimpeurs, ainsi que la formation de moniteurs qui sont spécialisés pour gérer ce public. En fin de diapo, j'ai listé certaines catégories que l'on peut retrouver en compétition. Je ne les ai pas toutes citées parce qu'il y en a beaucoup, ça peut être un peu complexe et parfois elles sont regroupées s'il manque de compétiteurs. Donc par exemple, si dans une compétition on a des sportifs en catégorie B1, B2 et qu'il n'y en a pas assez, on va les regrouper euh, pour les faire faire la compétition ensemble, sachant que les compétiteurs B1 donc Blind 1 sont des compétiteurs qui sont non-voyants et les B2 sont des compétiteurs qui sont malvoyants. Donc ce n'est pas tout à fait le même degré de sévérité du handicap. Donc maintenant je vais vous parler de quelques performances d'athlètes assez incroyables. Les deux premiers ce sont des compétiteurs. Donc pour commencer Roxane Elie. C'est une grimpeuse qui a été championne de France handi-escalade en 2019 et c'était déjà son troisième titre. Donc dans certaines interviews, elle parle de la passion qu'elle a eue pour l'escalade quand elle a été plus jeune, pour la falaise et le lien avec la nature, car ça lui donnait un sentiment d'être moins différente, même si la seule chose qu'elle peut percevoir des prises, c'est juste une masse noire, comme elle peut le dire sur certaines interviews. Pour ce qui concerne Nicolas Moineau, il a été champion du monde en escalade en 2012 et est assez habitué des podiums. Sa passion pour l'escalade, elle est venue à peu près quand il a commencé à perdre la vue à cause d'une maladie. Actuellement, il discerne que s'il fait jour ou nuit, vu que ça s'aggrave. Mais malgré ça, il arrive à faire de très belles performances, autant en compétition qu'en falaise. Où il a pu réussir en 2018 la voie Hypocrisie libérale à Saint-Guéry, qui est une voie de cotation 7B. Donc c'est difficile de trouver une cotation précise en compétition, car ça dépend des catégories de handicap. Mais pour les catégories B1, B2, en général, la cotation se trouve dans le septième degré. Donc on constate qu'ils sont capables de réaliser de très bonnes performances en compétition. Pour les deux grimpeurs suivants, alors leur performance a été réalisée en extérieur. Donc le premier, Jess Dufton, c'est un grimpeur qui a réalisé une voie assez incroyable parce qu'il a réalisé Old Man of Hoy. C'est une voie assez longue qui fait 137 mètres de hauteur
Elle est de cotation E1, donc ça équivaut à du 6A, 6A+. Même si c'est pas le premier grimpeur à atteindre cécité qui a réussi cette voie, ça reste le premier à l'avoir passé en premier de cordée. Cette voie est assez particulière en premier de cordée parce qu'il y a beaucoup de fissures. Donc il n'y a pas toujours des spits ou des pitons pour éviter d'abîmer la roche. Donc ça va nécessiter la pose assez régulière de coinceurs, ce qui est assez difficile sans la vision. Et cette performance du coup est assez extraordinaire puisque le guide, très souvent en fait, il est trop bas pour pouvoir vérifier si le matériel est bien utilisé. Pour finir, Hawkman Justin Salas, c'est un grimpeur qui lui aussi atteint de cécité et contrairement au grimpeur précédent, sa performance est plutôt due à sa difficulté en bloc puisqu'il a passé en 2018 Worm Turns, donc c'est une voie de cotation V11, ce qui vaut à peu près par rapport aux cotations françaises à du 8A. Donc même si cette performance elle reste 1 degré en dessous du bloc le plus difficile à actuellement réaliser, ça reste quand même une belle preuve que ces personnes qui sont atteintes d'un handicap visuel ou d'un autre handicap, elles peuvent réaliser des performances hors du commun. Donc un grimpeur qui est déficient visuel, il a à sa disposition plusieurs moyens pour compenser sa restriction ou son absence de vue. Donc le premier qui sera évoqué, c'est celui qui est le plus utilisé, c'est simplement d'être guidé par quelqu'un d'autre à l'aide d'un code. Donc j'y reviendrai après sur ce code. Donc en général, les consignes sont données à l'oral et par un micro, sauf dans les cas où le grimpeur est en bloc parce qu'il est suffisamment proche du guide pour pouvoir l'entendre sans avoir besoin d'un micro. Par contre, ça peut arriver que dans certains entraînements, le grimpeur ne soit pas du tout guidé pour développer ses sensations, son endurance, sa rapidité, sa mémorisation et surtout sa rapidité à trouver les prises. La mémorisation, elle intervient surtout lorsqu'il s'agit de refaire des voix qui ont été déjà travaillées énormément de fois. Il y a la salle aussi Rock en scène qui a développé pour son projet Noise Climbing des prises sonores. Donc ce dispositif il fonctionne aussi avec un bracelet qui va émettre un son quand il se rapproche des prises en fait. Alors, ce système il est même appliqué parfois sur certaines falaises où dans la roche près des prises il y a des émetteurs qui sont installés et du coup le principe est un petit peu différent mais ça revient à peu près au même, le bracelet sonne dès qu'il se rapproche des prises. Donc ce dispositif n'est pas forcément très utilisé parce qu'il est assez récent et en plus correspondrait un peu plus à des grimpeurs débutants, mais ça reste sûrement un bon moyen de pouvoir populariser l'handi-escalade chez les déficients visuels. Donc on se doute que tous ces dispositifs plus le handicap, ça va avoir forcément un grimpeur ça va avoir un impact sur la manière de grimper des sportifs. Donc on va constater d'abord que l'anticipation est très complexe, elle pose problème, notamment dans des mouvements comme les jetés. Donc en général, ça va être compensé par un travail plus important de la mémorisation. Le manque d'anticipation, quand il est associé à la recherche de prise, à beaucoup de tâtonnements, ça va créer un style de grimpe qui est assez particulier, qui va être plus statique et plus lent. Donc on va avoir en généralement des conditions assez différentes, des conditions physiques différentes de ces grimpeurs. Généralement, ils seront plus endurants, plus souples, ils réalisent plus de pieds-mains parce que ça facilite la mémorisation. Euh, Ils vont développer aussi des PME plus efficaces, donc des positions de moindre effort, car c'est vraiment un atout assez important pour eux. Il est aussi assez fréquent de zipper en escalade, donc on comprend que sans la vue, ça pose encore plus de problèmes, donc il faut vraiment travailler la précision de la pose de pied. Même si l'escalade, ça nécessite presque tout le temps d'être en binôme, et donc de se faire confiance, ça reste un sport individuel. Ça reste par contre difficile de pouvoir en dire autant pour l'handi-escalade, puisque le guide et l'assureur, quand il joue le rôle du guide, communiquent en permanence avec le grimpeur qui en devient du coup il devient complètement dépendant de son guide. Et la communication elle devient donc primordiale.
Alors si la manière de grimper change, on se doute aussi que par conséquent il va avoir une manière d'enseigner assez différente. Donc une des phases dans l'apprentissage de l'escalade qui va être beaucoup plus longue, ça va être celle qui va concerner la sécurité. Donc s'équiper et assurer correctement, ça va demander beaucoup plus de temps et de patience. Et ça peut être assez difficile pour des grimpeurs qui sont débutants ou alors des grimpeurs assez jeunes. Généralement, ce qu'on peut conseiller, c'est de travailler parallèlement des activités ludiques ou alors travailler en bloc parce que ça ne nécessite pas de matériel. Ensuite, une partie assez importante de l'entraînement, elle va porter sur la proprioception, sur la kinesthésie et les différentes préhensions. Car en plus d'être un bon atout pour pouvoir valoriser les prises et donc sur le positionnement le plus optimal pour le grimpeur, ces exercices en plus ils n'ont pas besoin de matériel donc ils évitent en général l'ennui. Un aspect assez unique que j'ai évoqué avant, c'est l'utilisation de codes pour indiquer l'emplacement d'une prise. Alors il n'y a pas vraiment de code précis ou de code parfait. En général, chaque guide et grimpeur utilise leur propre code, mais je vais évoquer quand même la manière la plus commune de le faire. Donc en général, on associe un membre à 1 degré ou 1 heure qui indiquera la direction de la prise. Et même dans certains cas, on peut ajouter un chiffre ou une lettre en plus à la fin du code qui correspondra en fait à une distance prédéfinie à l'avance. Donc c'est un travail qui va se faire sur le long terme parce qu'il faut réagir vite aux instructions et pouvoir les automatiser, notamment quand le guide change, parce qu'en compétition ça peut arriver, puisque on peut choisir le guide qu'on veut, mais en compétition internationale, si c'est toujours le cas, on ne peut être guidé que par son entraîneur. Donc comme on a vu que la mémorisation avait une part plus importante, le travail va être aussi plus approfondi sur ce point-là, donc plus de travail de visualisation, d'imagerie mentale. Plus concrètement, ça va correspondre à faire des exercices qui consistent à se rappeler des séquences réalisées et de les citer à son guide, ou alors d'intégrer euh, les mouvements grâce au guide qui va faire bouger les membres du grimpeur pour reproduire les mouvements de la voie d'une section en général, comme un crux par exemple. Donc pour conclure, on peut se demander si ce que l'on trouve en handi-escalade, on peut le réappliquer en escalade, est-ce que ça peut être utile? On se rend compte que c'est le cas, et qu'il y a déjà des situations d'apprentissage qui correspondent à son handisport et qu'on retrouve, comme l'escalade à l'aveugle, le travail de différentes préhensions, la pose de pied, ou encore la mémorisation de séquences. Donc ces situations, elles apportent en général plus de confiance en soi, de coopération dans un groupe, de partage de valeurs qui en général unissent la plupart des sportifs. Et pour finir, on peut aussi voir une façon de une façon de s'entraîner, une façon de grimper différente qui peuvent correspondre plus à certains profils de grimpeurs, comme les grimpeuses qui vont généralement favoriser la souplesse et des mouvements un peu plus statiques, ou encore les grimpeurs qui grimpent plus en falaise, qui en général ont besoin de plus d'endurance et qui aiment un petit peu, enfin pour avoir un petit peu ce retour aux sources.